Bien, la parole est à la salle pour le quart d'heure qui nous reste environ. Hein. Bon quart d'heure. Qui veut prendre la parole? Merci de me donner la parole au premier. D'ailleurs, je ne l'ai pas demandé, mais bon, moi c'est bon. Mais vous la prenez quand même. Un syndicaliste, Roger Dillenseger, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Un syndicaliste a toujours quelque chose à dire, donc j'en profite. J'en profite déjà pour vous remercier de m'avoir invité à cette réunion fort intéressante. Et surtout, je ne souhaiterais pas que l'Assemblée retienne que le syndicaliste que je suis est totalement d'accord avec ce qui a été dit à la tribune. Un syndicaliste, globalement, c'est quand même quelqu'un qui est là pour contester un peu. Mais en l'occurrence, je suis d'accord aujourd'hui avec ce qui a été dit à la tribune. Pourquoi ? Une carrière comme la mienne se termine par des fonctions de secrétaire général, mais tout simplement, elle a commencé en 1995 par la volonté de défendre un morceau de petite ligne. Alors, je vois qu'il y a des Strasbourgeois dans la salle. C'est la petite ligne qui va de Strasbourg à Aubernais vers Célestat, où avec le député local Alain Ferry, on a travaillé d'arrache-pied pour justement redonner un sens à cette ligne, tout simplement parce que les axes routiers sur la plaine d'Alsace étaient déjà en 1995 complètement saturés. Aujourd'hui, le travail qui a été fait, et là je le souligne, c'est un travail de longue haleine, avec l'intervention de tous les parties prenantes qui peuvent travailler sur le sujet. Aujourd'hui, 20 ans après, il y a 10 fois plus de trains et 100 fois plus de voyageurs. Ceci dit, les axes routiers sont toujours aussi saturés, voire même un peu plus. Donc ce qui me fait dire que non seulement l'écoute des voyageurs, des politiques, des cheminots également, fait qu'on peut amener des situations. On a écouté notamment également les lycées, les scolaires. À un moment donné, quand on a commencé le chantier, les trains arrivaient dans une gare importante de Molsheim 5 minutes après l'ouverture du lycée. Donc personne ne prenait le train. On a fait changer les horaires, ils arrivent maintenant 10 minutes avant, tous les lycéens prennent le train. Donc il y a l'adaptation de l'offre à la demande, et en l'occurrence, l'autre élément qu'a souligné le président Jeantet, c'est également d'utiliser un maximum le matériel et les conducteurs, parce qu'effectivement, ça a permis de mettre un cadencement également dans les heures creuses, qui est tout à fait importante. Ce que je pourrais rajouter au débat, et ce qui n'a pas été soulevé, c'est qu'à aucun moment vous n'évoquez la question du développement durable, parce qu'effectivement, nous on pense que le rail peut être également une solution à cette question, mais plus encore, ça a été évoqué par la question de l'aménagement du territoire, certes, mais nous pensons qu'il est essentiel d'intégrer à la question l'approche de la politique du logement. Parce qu'aujourd'hui, et l'Alsace c'est un exemple assez particulier, où pendant des décennies, les gens se sont plutôt rapprochés du lieu de travail, donc les grandes métropoles. Aujourd'hui, au regard du prix de l'immobilier, les salariés sont obligés de s'éloigner de leur lieu de travail, et en l'occurrence, ça fait du transport. Cette question de l'aménagement du territoire et de la politique du logement doit également être prise en compte dans le dossier qui nous préoccupe. J'en profite naturellement pour demander une audience auprès de Monsieur le Préfet Philizot pour évoquer un peu plus précisément notre posture. Merci. Je vous recevrai avec plaisir, il n'y a aucun problème. Merci pour cette intervention. Bonjour, Jean Lenoir, Fédération d'usagers et transports. Bon, d'abord, merci une fois de plus à TDIE qui a présenté vraiment dans toutes ses composantes la question des petites lignes. Merci aussi de nous inviter une fois de plus à ces débats. Alors, par rapport à cet ensemble, je constate qu'il y a quand même un besoin général d'avoir une vision à moyen et long terme. Et donc, je crois que cette opération sera réussie si on arrête de traiter au coup par coup, comme on l'a fait par le passé, budget par budget ou ligne par ligne. Donc je crois que ça, c'est une vision forte qui se dégage et qu'il faut effectivement réussir à transformer. Et nous pensons de ce côté-là que la mission du préfet est pour nous absolument fondamentale. Deuxièmement, et fort logiquement, la question économique est toujours parue sous-jacente. Et c'est très bien. On l'a vu sur la régénération des lignes et des perspectives de faire mieux avec moins cher, mais aussi au niveau de l'exploitation. Et de ce côté-là,
Je voudrais soulever une question qui, à notre avis, n'est toujours pas résolue en France. On dit le car c'est mieux, c'est moins bien, c'est plus cher, c'est moins cher, etc. Nous avons une référence en tête, c'est quand même le benchmarking qui se passe à l'étranger. Quand nous voyons en France des lignes ferroviaires désertes et la route parallèle surchargée, on se pose vraiment la question de la pertinence de l'offre. Et en fonction de ça, je te dis vraiment quel est le coût de l'offre. On a cité 2 € d'un côté et 22 de l'autre. Je rappelle qu'en Allemagne, on est à moitié prix. Donc, il y a vraiment cette vision de performance qui est absolument indispensable de traiter au-delà de la question des services et des infrastructures, sinon toutes nos conclusions seront fausses. Sur la comparaison, et je crois que de ce côté-là, la question du fret était très intéressante, elle a été évoquée. Bien entendu, le financement tripartite qui inclut notamment la contribution des chargeurs, c'est fondamental. Mais là, on retombe sur un point que TDIE a souvent évoqué dans le passé, c'est l'égalité des conditions de concurrence. Tant que la route sera gratuite, alors que le fret payera son péage, pour les infrastructures, les cartes seront faussées. Il faudra bien un jour aborder là cette question de fond, à travers des taxes qu'on appelle comme on veut, mais qu'il faudra quand même appliquer. Merci. Autre question. Bonjour, Antoine Frémont, Yvestar et conseil scientifique de TDIE. Sur la question de l'aménagement du territoire, je voulais vous poser la question suivante. Il a été question des schémas de mobilité qui sont très intéressants, mais en même temps, on peut très bien imaginer que s'il y a des investissements qui sont faits sur les petites lignes et qui sont des investissements, on a vu, qui sont considérables, on puisse demander en retour aux collectivités des projets d'aménagement en lien avec la modernisation de cette infrastructure ferroviaire. C'est-à-dire de dire aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération, quels sont vos projets d'aménagement ? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de cette ligne ? Comment délivrez-vous vos permis de construire par rapport à cette mobilité qui va être renouvelée et qui va être modernisée ? Et donc entrer dans du dur de l'aménagement et des projets d'aménagement. Et de la même façon, en retour, quand on a des fermetures de lignes ou des suspensions de trafic, je ne pense pas qu'on puisse dire aux collectivités en question, circulez ou ne circulez plus, il n'y a rien à voir. Qu'est-ce qu'on met aussi, s'il y a des fermetures de lignes, comme projet alternatif et afin de ne pas laisser des déserts, mais au contraire d'être dans des projets qui soient positifs. Et donc, là encore, être dans des projets concrets d'aménagement et que l'aménagement du territoire ne soit pas évoqué simplement comme une incantation. Jean-Luc Gibelin voudrait intervenir, mais il y avait une demande de Jacques Chauvineau, je crois. Ah, pardon, il y en a... Juste 3 remarques. Christophe Gaïna pour la région Nouvelle-Aquitaine. Juste 3 remarques. Donc là, je fais le relais de nos élus. La première, c'est qu'il ne faut pas opposer petites lignes et modernité. Elles ont besoin aussi de technologies fines, parce qu'on le sait tous, aujourd'hui, c'est ce qui empêche de mettre des trains, et aux bons horaires, parce qu'il y a des croisements, parce qu'on peut mettre que 4 trains par jour, 8 trains par jour. Donc nous, c'est un enjeu fort, et je fais référence notamment à la démarche que nous avons en cours sur la ligne du Pays Basque, Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port. On va passer de 8 à 16, et on a un objectif bien plus grand. On peut multiplier par 4 ou 5 l'offre qu'on a envie de mettre sur cette ligne dans les 10 années qui viennent. Voilà, donc ça c'est un premier point, parce qu'on a souvent tendance à opposer, notamment par des systèmes qui sont dépassés en termes technologiques. Donc c'est là qu'il faut mettre de la technologie. Deuxième point, c'est la question du local et, entre guillemets, l'actionnariat. C'est-à-dire que, de manière très pragmatique, on regarde sur ces petites lignes, là où, par défaut, on travaille avec les collectivités locales. Je prends le cadre toujours du Pays Basque, de fait, avec les transferts, on va travailler dans une convention sur la ligne Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port avec le syndicat du Pays Basque. Donc ils sont impliqués financièrement, donc ils sont très regardants. Et donc sur la question de l'offre, ils sont hyper présents. Donc ça, c'est un enjeu fort. Je prends la ligne Liban-Bergerac, où du fait du manque d'investissement, les collectivités locales ont été amenées à financer une partie de l'infrastructure, quasiment 7%. Du coup, ils sont hyper demandeurs en termes de développement d'offres.
en termes de services, en termes d'intermodalité. Donc là, il y a un enjeu très fort, notamment par rapport aux exemples allemands, italiens, la question des communautés locales de transport. Mais pas que en termes de comité de ligne, on vient vous demander vos avis, mais en termes de financement. Donc là, il y a aussi quelque chose à rechercher en termes de dotation sur les collectivités locales infra-régionales pour faire participer et faire émerger des projets de territoire où les acteurs locaux sont en responsabilité. Donc ça, c'est un enjeu fort. Et nous, on remarque sur les territoires où de fait les acteurs locaux mettent des sous, grosso modo, on a davantage de demandes et on a davantage de boulot. Et le troisième plan, donc là je relais la parole des élus, c'est la question d'un plan Marshall. Il faudra très clairement, nous la volonté des élus en Nouvelle-Aquitaine, c'est de sauver toute la région. Il n'y aura pas une petite ligne fermée, en tout cas de la volonté de la région. Elles ont toute une pertinence sur l'offre. Et donc, nous, l'engagement région Nouvelle-Aquitaine, notamment dans le cadre de la Convention, c'est d'augmenter l'offre. Et donc, sur toutes ces petites lignes, là où ce sera possible, on compte développer l'offre. Je vous donne un exemple. La ligne Limoges-Saint-Thirier, il y avait le député du secteur qui était là tout à l'heure. La ligne est fermée au milieu. Qu'est-ce qu'on a fait sur la partie nord comme sud, alors qu'il y a des ralentissements, on a augmenté l'offre. Limoges-Angoulême, la partie est de la ligne, voilà, qui est maintenue, la partie ouest est fermée. On a demandé à SNCF Mobilité des études pour renforcer l'offre. Donc nous, l'engagement, très clairement, même sur les lignes avec des ralentissements, c'est de faire un bon qualitatif en termes d'offres. Et donc là, il y a un travail sur la desserte fine du territoire, c'est de dire quels niveaux d'offres sont acceptables à minima. Ok, voilà. merci beaucoup.